sonné, mesdames et messieurs, pour une nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous. Bien avant toute chose, voici le titre du journal. Lancement ce mercredi 26 août 2020 du test national des fins d'études primaires TENAFEP. Plusieurs candidats ont répondu présents à ce test sur l'ensemble du territoire national. Les travaux préliminaires sur les réformes électorales en RDC, organisés avec la facilitation du professeur de l'université belge de Liège, Bob Kabamba, sont suspendus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Moller Canal, les journaux, Johnny Ngala. Encore une fois, bienvenue à tous. Coup d'envoi ce mercredi 26 août 2020 de l'édition du test national des fins d'études primaires selon le calendrier de l'EPST conformément à la crise sanitaire liée à la Covid-19. À l'occasion, je vous convie à suivre la réaction de quelques candidats juste après cette épreuve. Ils sont ici dans ce propos recueilli pour vous par Laetitia Kalend. On s'est bien préparé là-bas. On a travaillé, on nous a posé les questions, on a bien écrit, on s'est préparé avant de venir à l'école. On nous avait donné d'abord les cahiers d'exercice. On a travaillé, on a déposé en direction. Maintenant nous sommes ici, on a fait juste les thématiques. On est terminé maintenant. C'était bien. On a travaillé, il y avait les choix multiples. On a déjà mis les réponses et les questions, tu choisis les réponses. Cette année, tout le monde peut réussir. L'examen est très facile. L'examen c'était bien. J'ai étudié à la maison. J'ai étudié à la maison, mais aujourd'hui, on nous a posé l'examen. C'était moins difficile. L'examen était très facile. J'espère que je vais réussir. Mon Dieu va me bénir et puis je vais réussir, je vous remercie. La première question c'était Jay avait commencé avec combien d'âge dans cette école? C'était 7 ans. Et dans ce même chapitre, pratiquement 40 centres retenus dans la ville d'Elikassi pour la passation du test national des fins d'études primaires étaient opérationnels ce mercredi 26 août 2020 en vue d'accueillir 14 000 candidats éligibles à cette épreuve post-Covid-19. Consolation Kachala nous fait les points. Début ce 26 août 2020 de la présentation du test national des fins d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue de la RDC en général et à Likassi en particulier dans les Hauts-Katanga. Ici, le coup d'envoi a été donné par le maire adjoint Brigitte Pondomonga. Après sa tournée d'inspection dans 5 centres, dont 3 de la sous-division Likassi 1 et 2, celle de Kikula ou Likassi 2. On peut citer le complexe scolaire Safi de Toyota, Amka, La Borne et Saint-François, y compris Saint-Benoît. Partout où le maire adjoint est passé, Brigitte Pondomonga a tenu à encourager les finalistes du primaire, accompagnés des responsables de l'enseignement à Likassi. La sous-division Likassi 1, dirigée par Vicky Kakusa, a reçu 6 000 candidats finalistes sur 7 100 candidats attendus. Ils sont répartis ainsi dans 27 centres, tandis que la sous-division Likassi 2 ou encore Kikula de Baudouin-Numbi aligne 8 000 candidats finalistes éparpillés dans 13 centres pour ainsi respecter les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Pour ce premier jour, les finalistes du primaire ont répondu à 25 questions basées sur la culture générale et les langues. Signalons toutefois que le TENAFEP prend fin ce 27 août après la passation des épreuves des mathématiques et les sciences. La satisfaction du TENAFEP donne le droit aux élèves finalistes de se faire inscrire en 7e éducation de base. L'ambiance du déroulement du test national des fins d'études était également observée à Kipushi, une des communes urbano-rurales dans la province du Haut-Katanga. Suivez ces reportage signé par Gisèle Kabongo. Au total, 5 800 candidats répartis dans 21 centres, dont 2 800 filles et 3 000 garçons qui se sont présentés ce mercredi 26 août 2020
aux épreuves du test national des fins d'études primaires dans la cité de Kipushi. C'est l'administrateur du territoire adjoint, Faustin, qui a donné les coups d'envoi à l'Institut Kipushi en présence du sous-prophète et quelques autorités scolaires du coin. Après le lancement à l'Institut Kipushi, le cortège a effectué la tournée dans d'autres centres pour s'enquérir du déroulement du TENAFEP, mais aussi encourager les candidats. Dans la sous-division de Kipushi, tout s'est bien organisé, vous le constatez vous-même. Le rapport est bon parce que nous rapprochons d'un indicateur de parité et c'est une bonne chose. Les conditions sont bonnes, les conditions matérielles sont bien et nous pensons que les examens vont bien se passer. C'est dans le strict respect des mesures barrières que se déroulent ces épreuves qui se tiendront pendant des jours, soit du 26 au 27 août 2020. Politique à présent, situation sécuritaire dans les deux provinces issues du démembrement du Grand Katanga, à savoir les Lualaba et les Haut-Katanga. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba en a tenu une séance de travail à l'intention du gouverneur Jacques Kaboula Katwe et Richard Mouyej Manguez-Manz. C'était ce mercredi 26 août 2020 à Kinshasa. Cette même séance de travail a connu la participation du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba. Je vous convie à suivre les comptes rendus de cette séance de travail dans ce propos recueillis pour vous par Urbain Kabeï. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il s'est tenu une grande réunion à la mesure de la gravité et de la complexité de la situation qui se passe au poste frontalier de Kasumbalesa. Et nous avons essayé de circonscrire toutes les dimensions de cette problématique qui revêt des caractéristiques sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel de tous les services qui sont en place au niveau de la frontière, et aussi des aspects diplomatiques dans la mesure où c'est un poste frontalier qui nous relie à un pays voisin qui a aussi exprimé certaines préoccupations par rapport à ce qui se passe à cette frontière de notre pays. Et je crois que dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, vous serez informés des mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour faire face à cette situation. Le message qui doit calmer la tempête, c'est que le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes et que l'État va s'assumer, l'État assumera ses prérogatives régaliennes et l'ordre reviendra à Kasumbalesa. Autre titre d'actualité dans cette édition du journal, mise en œuvre du projet de mois d'amnistie de l'Union africaine, c'est l'essentiel du message de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres à la vice-primature de l'Intérieur. Cette séance de travail intervient après le lancement de la campagne du marquage d'armes au commissariat de la police nationale congolaise à Kinshasa. Urbain Kabeï, témoin de l'événement. Après le lancement officiel de l'opération de marquage d'armes au commissariat général de la police par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres a tenu ce mercredi 26 août 2020 une réunion de travail avec tous les experts des ALPC des différents ministères et services à la vice-primature de l'Intérieur. Ici, il était question de la mise en œuvre du projet de mois de l'amnistie de l'Union africaine qui a pour thème « Faire taire les armes en Afrique d'ici 2020 ». Dans son parler, le secrétaire permanent des CNC-ALPC, colonel Patrick Combé, a répondu à toutes les préoccupations des participants tout en précisant la mission des CNC-ALPC qui consiste à lutter contre la prolifération des armes et suivre leur vie normale dans la société jusqu'à leur destruction. Va permettre de concrétiser les objectifs durables, c'est-à-dire pas s'éloigner de tout ce qui est mortalité liée aux armes. Donc ça va nous permettre de lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Parce que dans le DCV, des armements civils volontaires que je parlais,
il y a la phase préliminaire. C'est tout un processus qui commence par la sensibilisation. Il faut que toutes les couches de notre pays puissent être atteintes. Ces couches doivent comprendre qu'il n'est pas nécessaire de détenir les armes. Il faut laisser les armes aux professionnels des armes. Pendant cette période, toute personne qui va déposer son arme ne sera pas poursuivie. Va montrer sa bonne volonté de collaborer avec l'État qui est l'unique conservateur des fonctions régaliennes. La sécurité des personnes et de leurs biens revient à l'État. La générale Ouem Girard, adjointe au chef de la composante police INPOL, a donné l'importance des marquages d'armes au cours de cette réunion. L'importance de marquage d'armes, même dans l'instauration de l'autorité de l'État, dans la chaîne de la justice. Marquage d'armes, ce sont des évidences aussi qu'on peut présenter même à la justice pour rendre le droit acquis le droit. Le secrétaire permanent des CNC-ALPC, colonel Patrick Combé, a précisé que toutes les armes collectées et marquées doivent retourner à la chaîne de commande, donc à la base logistique des FARDC. Et dans le reste de l'actualité, les travaux préliminaires sur les réformes électorales en RDC tenus durant 48 heures à Kinshasa avec la facilitation du professeur Bob Kabamba de l'université belge de Liège sont aux arrêts par manque d'inclusivité. Cette initiative est balayée du revers de la main par certains acteurs politiques au pays. Je vous convie à suivre ces reportages. En manque d'inclusivité, le travaux du forum préparatoire sur les réformes électorales en RDC, tenu durant 48 heures à Kinshasa avec la facilitation du professeur Bob Kabamba de l'université belge de Liège, sont aux arrêts alors qu'une frange de la classe politique et bien d'autres forces vives y participaient déjà, synonyme du début de l'étape préliminaire pour les prochains coups d'envoi sur la réforme de l'appareil électoral. Joint à propos pour les avis et considérations, certains acteurs politiques au pays n'en trouvent pas l'importance. Nous savons que le professeur Bob Kabamba, malgré qu'il est professeur, il n'a pas la qualité d'appeler les institutions pour commencer à venir leur raconter des choses comme si c'était ses étudiants. Donc, lui peut aller à l'université, enseigner et donner ses avis et considérations. Mais pour les questions qui doivent se traiter au niveau des institutions, on laisse aux institutions compétentes qui ont la légitimité. Le professeur ne peut pas s'arroger lui-même la qualité de donneur des leçons, même s'il est professeur. Donc, il doit aller au Parlement, il doit aller au gouvernement, à la présidence de la République, qui sont des institutions légalement établies et qui jouissent de la légitimité pour parler de ces genres de questions, parce que ce sont des questions très sensibles. Au fin des prochaines échéances électorales qui seront ataraxiques et tranquilles. Donc voilà un peu le jugement que je peux émettre là-dessus. Et puis j'ai peur que Bob Kabamba soit un autre parachuté qui ressemblerait à un autre parachuté comme Eli Kiambokolo. Il importe de signaler que, parmi les tendances politiques n'ayant pas souscrit à ces forums, l'on note les fronts communs pour les Congo et les caps pour les changements, y compris leurs alliés. Depuis ce mercredi 26 août 2020 à Lubumbashi, du mini-colloque à l'esplanade de l'hôtel Caravia, réunissant les deux groupes parlementaires FCC Cash à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Objectif affiché, consolider l'harmonie de ces deux plateformes en coalition au niveau de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Jean-Christ Abedi pour les reportages. Le groupe parlementaire PPRD et alliés, ainsi que celui du CAP pour le changement de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, se sont réunis ce mercredi 26 août 2020 dans un colloque de réflexion focalisé sur la bonne marche de leur coalition au sein de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Cet événement s'est déroulé sous la houlette du doyen en âge des élus provinciaux de ces deux groupes parlementaires, professeur Banza Malale. Aussi, cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des consolidés incléments de paix entre ces deux groupes parlementaires politiques à l'hémicycle, car l'accord de leur coalition fait l'objet depuis un temps des mésententes tant au niveau national qu'est provincial partout en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais a suspendu le moratoire concernant la transformation et l'exploitation des minéraux concentrés dans le province du Haut-Katanga et celle du Lualaba. Cette décision est
diversement commentés au sein de la classe sociopolitique en République démocratique du Congo. Je vous convie à suivre ces reportages signés par Junior Kanyiki. Des réactions n'ont pas tardé à tomber après la prise de la décision par le gouvernement de la République démocratique du Congo relative à la suspension du moratoire concernant les exportations à l'état brut des minerais dont les Lualaba et les Haut-Katanga de province reposant sur une importante couche du gisement minier de la RDC. Pour Patrick Afouimbi, cet opérateur œuvrant dans les secteurs miniers, cette décision serait désavantageuse pour la République démocratique du Congo au regard de l'insuffisance des moyens logistiques. Oui, l'exportation des minéraux est avantageuse pour le pays parce que ce sont les industries. Nous n'avons pas d'industrie ici, des industries censées utiliser ces minéraux-là. Nous ne devons que les exporter pour faire rentrer les devises. Pour sa part, Kaozi Bin Malisawa estime que cette mesure tournerait à l'avantage de la République démocratique du Congo. Maintenant, quand vous prenez et vous partez et les retraitez chez vous, donc les gens vont manquer l'emploi puisque vous avez voulu amener le Brit. Or, dans le Brit, là, vous déclarez par exemple le cuivre seulement. L'or qui est à l'intérieur, vous ne le déclarez même pas. Or, dans toute minerai qu'on exploite, il y a plusieurs variétés de minéraux qui sont à l'intérieur. Quand vous êtes sur place, vous allez faire sortir de l'or de l'autre côté, le cathode de l'autre côté. Donc, moi, personnellement, je peux encourager ce qu'ils ont. Parce que là où le minerai travaille, là où les gens parlent de cobalt, parlent de cuivre, c'est dans la province du Haut-Katanga. Il fallait quand même qu'on puisse voir l'importance de ces deux gouverneurs. À titre de rappel, les exportations des concentrés de cuivre et de cobalt ont été interdites en 2013 dernier dans l'objectif d'encourager les sociétés minières à transformer et raffiner les produits miniers sur place. Cette décision n'a pas été respectée à 100% suite aux problèmes de logistique auxquels font face différentes entreprises minières en RDC. Renouvellement des serments ce mercredi 26 août 2020 à Lubumbashi du nouveau juge président récemment nommé au tribunal de paix de Kamalondo, Joseph Chiboabwa. La cérémonie a vécu au palais de justice dans la salle d'audience du parquet des grandes instances de Lubumbashi. Gérard Sangwa pour le reportage. Honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Récemment nommé par l'ordonnance présidentielle, le nouveau juge-président du tribunal de paix de Kamalondo, en la personne de Joseph Chiboabwa, a procédé ce mercredi 26 août 2020 au renouvellement de serment. La cérémonie a vécu au palais de justice dans la salle d'audience du palais des grandes instances de Lubumbashi. Ainsi, au nom de tous les magistrats et agents de l'ordre judiciaire de ce tribunal et au mien propre, je vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements les plus respectueux. Notre allocution de ce jour portera sur la tierce opposition. Sujet certes bien connu des praticiens de droit, mais moins connu du public, peu diligenté devant le tribunal de paix relativement à sa compétence matérielle. Les qualités respectives, telle est en somme la portée de notre allocution de ce jour, relative à la tierce opposition devant le tribunal de paix, laquelle reste ouverte à toute réflexion scientifique pouvant l'enrichir. Ceci étant, nous vous remercions pour votre particulière attention. Merci. C'est sous l'ambiance festive que s'est clôturée cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités tant judiciaires que politico-administratives. La décision prise par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres pour les décaissements des fonds destinés à la relance des activités de production à la société minière de Bakwanga au Kasaï oriental n'a pas laissé indifférent le travail de cette entreprise minière. C'est le président syndical qui en remercie le chef de l'État et plaide aussi que ces fonds puissent comporter une partie de l'enveloppe salariale au bénéfice des travailleurs de l'AMIBA qui ont enduré pendant plusieurs années. Je vous convie à suivre ces propos recueillis pour vous par Deborah Moussouamba, notre permanent en Mbujimaï. Nous commençons par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a démontré de quoi il est capable. Il est père de cette nation. Il est père des travailleurs de l'AMIBA.
Il nous avait déjà promis qu'il allait résoudre ces problèmes de l'AMIBA. Ce qu'on attendait, c'était l'effectivité de cette action. Nous avons la misère. Nous avons la misère qui ne dit pas son nom. C'est malheureux. Si vous voyez les travailleurs de l'AMIBA, ça fait mal. La priorité est au paiement des salaires. Bien qu'on parle, puisque dans les décaissements, on a parlé de la relance, bien que c'est la relance, mais on ne peut pas relancer sans personnel. C'est-à-dire dans ça, nous demandons aux gestionnaires, au DG de l'AMIBA et son équipe, je crois qu'il doit être favorable, puisqu'il a aussi milité à un moment donné comme pour que la part soit affectée au paiement des salaires de ces braves travailleurs qui ont souffert. Ça fait des... Le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga à travers son team leader gouvernance, paix et sécurité a publié ce mercredi 26 août 2020 à Lubumbashi le rapport semestriel sur les différents cas de banditisme liés à l'insécurité allant du mois de janvier jusqu'au juin 2020. Gérard Sangwa pour le reportage. Au total, 3459 cas de vol à main armée ont été enregistrés de janvier à juin 2020 dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été relevés ce mercredi 26 août 2020 par Bertin Chose, team leader de la gouvernance, sécurité et paix, au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, siège de Lubumbashi, au cours d'une rencontre gouvernement-société civile dans la grande salle de réunion de cette institution d'appui à la démocratie. Les rapports ajoutent également que parmi les acteurs de l'insécurité en province, 5% des enfants en conflit avec la loi, 25% des civils et 75 hommes armés non autrement identifiés. Ces cas d'insécurité documentés sont également commis de 23h à 3h du matin. Au sortir de la salle, les participants à ces assises s'en ont exprimé. Mais la matière est pertinente étant donné que la sécurité préoccupe au plus haut point, n'est-ce pas, non seulement la population de Haut-Katanga, mais aussi les gouverneurs des provinces. On doit sécuriser tout le monde, c'est le combat quotidien actuellement. Sécuriser tout le monde et c'est bien. Et aux jeunes, c'est de tout faire pour donner les informations qu'il faut pour que les autorités qui ont en charge la sécurité puissent davantage travailler pour neutraliser toutes ces personnes qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Nous sommes ambassadeurs de la paix et donc nous pouvons conclure qu'on ne peut pas parler du développement d'une entité sans que ces entités-là, d'une manière générale, ne soient sécurisées. À l'entame de la prochaine saison culturelle en République démocratique du Congo, les opérateurs des activités champêtres s'attellent déjà à labourer la terre afin de rendre cette dernière arable avant l'étape des semailles. Suivez ces reportages signés Nadège Kaboli. En ce mois d'août 2020, tendant lentement mais sûrement vers sa fin, comme de coutume chaque année, les opérateurs des activités champêtres dans le milieu rural partout en RDC s'apprêtent désormais à remouiller et labourer la terre afin de rendre cette dernière arable avant l'étape des semailles pour la prochaine saison culturelle. C'est confiant à l'évaluation de la saison culturelle écoulée, cet expert du domaine, joint à ces sujets, retrace ici les points essentiels de celle-ci, sans omettre le perspectif d'avenir. La saison culturelle 2019-2020 était bonne quand on doit considérer les rendements réalisés pour différentes cultures. Et s'il faut prendre ici, à titre d'exemple, le maïs, les rendements au niveau des exploitants moyens est arrivé à 4 à 5 tonnes par hectare. Et ces exploitants moyens ont obtenu l'apport du gouvernement provincial. Nous avons encore le temps de préparer cette saison. Il faut déjà commencer par la préparation du sol. Nous sommes au mois d'août, août, septembre, octobre aussi. On peut préparer les terrains
pour qu'au mois de novembre, que les semis puissent commencer avec les retours des pluies. Comme vous savez, notre agriculture est pluviale. Il faut donc profiter du temps de la pluie pour devoir s'aimer ou planter selon qu'il s'agit, n'est-ce pas, des graines ou d'autres matières de propagation telles que les boutures. Toutefois, les cultivateurs sont appelés à être à pied d'œuvre pour inonder les marchés des centres de consommation en denrées alimentaires des premières nécessités, surtout pendant cette période de crise sanitaire causée par la Covid-19. Terminons cette édition du journal avec cette nouvelle. L'humanité célèbre ce mercredi 26 août 2020 la journée mondiale du chien qui a pour objectif rétablir les liens amicaux entre l'homme et cet animal domestique. Gisèle Kabongo pour le reportage. Instaurée par les Fonds internationaux pour la protection des animaux, la journée mondiale du chien est célébrée chaque 26 août de l'année. Cette dernière prône pour le rétablissement du lien amical qui unissait depuis les millénaires les hommes et les chiens partout dans le monde et aussi améliorer les conditions de vie de cet animal domestique toujours au service des compagnons et gardiennage de beaucoup de ménages élevant les chiens. Saisissant l'opportunité en cette journée, un médecin vétérinaire rencontré revient ici sur l'importance de cet animal le plus proche des humains. Le chien, c'est un animal qui est domestique. Et cet animal étant domestique, il nous tient d'énormes services, surtout celui de compagnie. Alors il est à côté de l'homme pour assurer plusieurs services. Parlant des conséquences liées à la consommation des viandes des chiens, c'est même chevronné, en éclaire l'opinion. Dire comme conséquence sur le plan sanitaire, si réellement la viande, l'animal est bien entretenu, est bien élevé pour vraiment dans les normes de la boucherie, moi je ne vois pas vraiment qu'il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être là lorsque l'animal n'est pas suivi, n'est pas bien entretenu, n'est pas bien encadré, n'est pas suivi, encadré. Là, vraiment, on peut avoir des conséquences parce qu'il y a un animal qui... Pour rappel, cette journée apporte son soutien à toutes sortes de projets qui visent à améliorer la qualité des soins qui sont prodigués aux animaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Molière Canal. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous retrouve très prochainement pour une autre édition du journal et à la prochaine.